Le 28 septembre, ça fera 5 ans que je suis chez Emmaüs. J'ai commencé la menuiserie. Avant qu'on m'envoie sur les crayons s'il y avait besoin d'un coup de main, justement, j'y suis resté 1 an en tant que clipper, avant de passer à l'encaissement pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on m'a repassé Reaper parce qu'il y avait besoin. J'ai passé le permis voiture entre temps. Et là, mi-juillet, ça fera 1 an que je passais chauffeur à Emmaüs. Que je conduis les camions, que je fais les ramasses. Les ramasses, en fait, c'est quand les clients appellent Emmaüs pour faire un débarras chez eux. Donc ramasser des vêtements, des meubles, de la vaisselle. Ils prennent un rendez-vous en appelant le bureau ou en venant nous voir. Et nous, on s'engage à envoyer un camion. Et le camion essaye de ramasser autant que possible la marchandise chez les clients. On vient, on est bien accueillis, les gens sont agréables. On pose des questions, ça fait toujours plaisir. C'est mon deuxième passage en fait. La première fois, je suis resté presque 2 ans. Et là, du coup, ça fait un peu plus d'1 an que je suis revenu. Voilà. Je suis passé par pas mal de postes. En voyant la quantité de marchandises, en fait, on s'est rendu compte qu'à 2, ça allait être compliqué. Qu'on n'avait pas le temps de charger le camion avec la marchandise et de démonter en même temps. Donc j'ai dû appeler le bureau pour demander du renfort. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont envoyé 2 menuisiers, je trouve qu'ils connaissent le boulot, qui savent comment faire les choses. Je suis compagnon, je travaille, je vis ici, j'aime ce que je fais, j'apprécie où je vis. Voilà, c'est... je sais pas comment. Voilà, après je suis chauffeur, oui, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je vis. Je me sens utile parce que justement avec le travail que je ramène, je permets à la menuiserie de fonctionner, aux vêtements de fonctionner, au tri de fonctionner. Qu'importe le poste, au final, on est nécessaire. Quand je descends du camion, je donne un coup de main en caisse, ou je donne un coup de main à notre atelier. C'est voilà, on communique avec les gens, on participe, voilà, on se sent bien, au final on participe, au final. Ce matin, c'était une bonne ramasse. Honnêtement, c'était une bonne ramasse, l'immeuble était beau, les gens étaient hyper accueillants, c'était super cool, il n'y a pas eu de problème. Voilà, c'était vraiment une bonne ramasse. Voilà. Une ramasse comme on les aime bien, comme on peut en avoir plus souvent justement, parce que son ramasse va être utile, va être envoyé à la vente, va être rénové, va être utile à la communauté justement. L'accès à l'emploi dans nos sociétés est ce qui conditionne tout. Je veux dire, l'accès non seulement pour des raisons monétaires, mais aussi pour des raisons de statut. Si vous n'avez pas si vous êtes un jeune et si vous n'avez pas un contrat à durée indéterminée, aucune personne vous louera un logement. C'est aussi simple que ça. Et donc on rentre dans des systèmes. Voilà. Alors ce qu'il maintient, c'est quoi? C'est que on est dans des sociétés dont les institutions, pas les personnes, sont de plus en plus individualistes, hein, c'est-à-dire elles sont conçues pour aider les individus et pas attaquer des systèmes et des causes sociales. Le champion du monde de ça, c'est Macron, quoi. Je veux dire, son histoire des premiers de cordée, son histoire de donner des chances à chaque individu, c'est l'annulation complète du fait qu'il faut qu'il y ait des mécanismes de solidarité qui incluent les individus, mais qui les fassent rentrer dans des systèmes de socialisation, qui leur offrent des bouées, des infrastructures de ressources, un peu partout. Alors, si vous n'avez pas accès à l'école, si vous n'avez pas accès à l'emploi, et si la tiers-chance, si je peux dire, de systèmes de ressources mis à la disposition de ceux qui ont été exclus n'est pas donnée, alors on s'effondre dans la pauvreté. Voilà, on peut compliquer, mais le cœur, il est là. Ça s'est bien passé, Guillaume? Nickel, c'est bon, on a fini, il reste un demi-camion à faire. D'accord. Là-bas, il reste un peu de vaisselle, Okay. Donc soit c'est eux qui l'amènent à la recyclerie, le client l'a dit, D'accord. soit il rappellera pour qu'on prenne des caisses, il va prévenir, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça s'est bien passé, mais ils sont arrivés, c'était super cool. C'est bien. Là, je te donne les tournées pour cet après-midi. Merci. Ouais. Ouais, à ce soir. À ce soir. Tiens, viens la liste, ouais, ça. Il reste encore un demi-camion là-bas. Un demi-camion? Ouais. On a à peu près une dizaine de camions par jour qui déchargent des matériels ici. Voilà. Une fois que les camions terminent de vider, moi je m'occupe de dispatcher, de regarder la qualité des meubles et je les dispatche ou bien je les stocke ici de côté gauche pour l'envoyer à la cour ou sinon derrière pour l'envoyer aux briques. Ce qui peut arriver aussi, c'est de les envoyer
à la menuiserie, au montage pour monter une armoire s'il vient de monter ou faire une réparation si c'est réparable. À la menuiserie pour ranger les pieds. Hein? Mets-le à l'arrivage. Nous, on pense que la France est un pays hyper développé. On s'imagine, nous, les étrangers, qu'on peut nager dans les bien-être, dans toutes les possibilités. On découvre qu'ici, il existe la misère aussi. Il y a une volonté d'affaiblir les plus faibles, d'une certaine manière, dans la mesure où on rogne toute une série de droits. Bon, ça, certainement, pour permettre, dans la vision totalement entrepreneuriale de notre président actuel, il croit vraiment que, je veux dire, plus les entreprises iront bien, plus elles gagneront de l'argent, plus la société se portera bien. Et en dépit de toutes les évidences, depuis des décennies, et en dépit d'évidences très récentes, les sociétés du CAC 40, aujourd'hui, en France, ont jamais fait des profits aussi élevés et ont jamais fait des investissements aussi bas. Donc la théorie de donnons tout aux entreprises, c'est elles qui vont nous sauver, va nous conduire à la catastrophe. Donc moi je ne dirais pas qu'on crée délibérément les pauvres, mais certaines théories qui sont dominantes, aboutissent à la création des pauvres, et surtout, ça c'est le plus important, il n'y a pas aucune volonté politique, sociale véritable de faire en sorte d'éviter que ça arrive. Si ça doit arriver, ça arrive. Donc dans ce sens, oui, mais je dirais pas que c'est volontaire. Je veux dire, je crois pas que même un politique de droite, etc., son rêve c'est de fabriquer des pauvres. Soit il les fabrique parce qu'il adhère à des théories qui tiennent absolument pas debout, qui se traduisent par des catastrophes, soit parce que c'est pas son souci. C'est pas son souci. Et donc, si ça crée de la pauvreté au passage, tant qu'il n'y a pas d'explosion sociale, ça va. Le capitalisme ne nous laisse aucune décision essentielle quant au travail. Et cette irresponsabilité est tellement insupportable. Le fait qu'on ne décide pas de ce qu'on va produire, on ne décide pas où on va le produire, on ne décide pas qui va le produire, on ne décide pas comment on va le produire, on ne décide de rien de l'essentiel. Et ça, c'est tellement insupportable qu'il faut absolument que nous ayons que nous ayons peur. Il faut qu'on aille quémander un emploi pour être reconnu par du salaire, et qu'il faut que nous nous soumettions aux propriétaires des moyens de production pour être reconnus comme producteurs, qu'on ne soit jamais sûr du lendemain, parce que le poste peut disparaître, le salaire peut diminuer, et ça fait partie d'une domination sur nos vies par une classe qui décide à notre place de l'essentiel. On est dans un village qui met en œuvre un projet utopique, au sens noble du terme, c'est pas au sens péjoratif où on entend l'utopie en général. Un projet utopique est composé de différentes actions qui sont menées parallèlement et qui sont en synergie les unes avec les autres. Après, qui dit projet utopique dit aussi inventer quelque chose qui soit différent et alternatif par rapport au modèle dominant. Ce qui est à la base du projet du village Emmaüs Escarpot, c'est le fait que notre société, la société classique, est volontairement, consciemment ou inconsciemment conçue pour fabriquer de l'exclusion. Si on veut ne pas fabriquer de l'exclusion, il faut concevoir un autre modèle de société.
Notre finalité, bien entendu, en comparaison d'une entreprise libérale qui est d'arriver à un pouvoir financier, à de la production sur production, nous, notre finalité, c'est notre production que l'on veut, c'est la reconstruction de la personne. À partir d'une dynamique économique qui, justement, revalorise la personne, qui peut s'exprimer dans son savoir-faire, qui peut découvrir un savoir-faire à travers les différents ateliers que l'on a mis en place ou que l'on développe par la compétence des uns et des autres. Et cette reconnaissance permet la construction de la personne, permet la valorisation de la personne, permet à ce que la personne redevienne une personne debout, à part entière, ce qui a toujours été l'objectif d'Abbé Pierre. Donc, on se sert du matériel pour reconstruire la personne, ce qui est le contraire du système capitaliste, qui se sert de la personne pour une finalité capitaliste. Une des innovations de l'abbé Pierre, quand même, ça a été de dire, dans un contexte où les associations humanitaires, depuis le 19e siècle, étaient surtout des associations catholiques, enfin issues du christianisme, qu'elles soient protestantes aussi, qui mettaient en avant la charité. C'était le Secours catholique, c'était les frères Saint-Vincent de Paul, etc. Et lui, il a amené un état d'esprit complètement nouveau en disant c'est bien de faire la charité, mais il faut aussi s'attaquer aux causes de la pauvreté, aux causes des injustices. Et donc il a mis en avant le partage, la solidarité, la justice avant la charité. Et ça, je pense que c'est le premier dans le monde à avoir changé cette hiérarchie. Mais il a été aussi prémonitoire des évolutions, quoi. En récupérant les anciens objets, l'abbé Pierre, et le mouvement Emmaüs ont été écologistes avant l'heure. Ils ont inventé l'économie circulaire à l'époque où le mot n'existait pas. La lutte contre le gaspillage, un thème très, très d'actualité. Il y a eu ce brassage social entre des populations différentes. Il y a eu aussi le fait que d'utiliser le travail comme pour réhabiliter les gens qui sont cassés. Il y avait aussi la réponse communautaire. La force des communautés, c'était de mettre des hommes très différents ensemble, de les faire travailler dans un même objectif, de se sortir de la misère et en même temps d'aider les autres à s'en sortir. Ça, je crois que c'est les jouets. Ça, c'est de l'électrique. Ça, il y a une... ok. C'est pas cassé. Et de la vaisselle, de bouillon. J'ai toujours eu envie de croire que la solution à la crise sociale, bien sûr, mais aussi à la crise écologique, à la crise politique, était du côté des gens de peu, c'est-à-dire des gens ordinaires. Et ma rencontre avec la communauté d'Emmaüs l'Escarpeau, ça a été aussi une façon pour moi de me dire qu'il pouvait exister d'autres laboratoires du futur que ceux avec lesquels je travaille habituellement. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que toute l'intelligence, à un moment donné, de cette communauté, des compagnons et des compagnes, c'était de dire il faut en finir avec le mensonge habituel, comme quoi nous serions simplement un lieu de passage. Parce qu'effectivement, il faut avoir l'honnêteté de dire que 99% des gens qui passent par la communauté ne se réintègrent pas dans ce qu'on appelle la grande société. Et j'aurais presque envie d'ajouter tant mieux quand on sait ce qu'est cette grande société. J'ai envie de le mettre dehors. Dehors ? Ouais, d'accord. Je sais pas si on aura le temps de les mettre dehors. Donc je l'emmène directement là-bas. Il y en a déjà deux. Ok. Je suis arrivé à la communauté, c'était en mars 84. Un grand pas qui était pour la communauté, c'était la construction de la déchetterie. C'était en 2008. Et pourquoi un grand pas ? C'était déjà un meilleur recyclage de la matière. C'était un afflux de marchandises supplémentaire, parce qu'on faisait déjà de l'accueil des particuliers à la communauté. Ils venaient avec leur voiture, ils venaient déposer un petit truc. Là. C'était 50 voitures par jour. Et là, on est rendu à 350, 400 véhicules jour, voire 500, 600 les grosses affluences. Donc voilà, il y a eu un apport important de marchandises. Et qui dit apport de marchandises, dit plus de travail. Et qui dit plus de travail,
dit plus d'accueil. Et c'est j'allais dire la fonction première de la communauté, c'est accueillir. Donc plus on développe d'activités, plus ça nous permet d'accueillir. Voilà. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Et votre commune, s'il vous plaît. Buros, merci. Le vélo est déjà là-bas. Ouais. Merci, au revoir. Les pneus, ça va être donc la benne bleue qui est à gauche de la rampe. Ouais, ok, avant de monter. Le bois, ça va être la dernière benne à droite. Par contre, le polystyrène, ça va aller à un incinérable. Allez, donc ça le monstre, ça sera la première benne à gauche, l'incinérable, la dernière à droite. Et votre commune, monsieur, s'il vous plaît? L'Escar. L'Escar. Ok. On vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Salisse de Berne, s'il te plaît. Aujourd'hui, la recyclerie déchetterie, c'est devenu la première déchetterie de l'agglomération en termes de fréquentation, avec plus de 100 000 visites par an et 5 000 tonnes de déchets collectés. Et la façon dont a été conçu et mis en œuvre le partenariat est le résultat de cette conjonction d'intérêts entre le savoir-faire historique des compagnons Emmaüs dans le cadre de la récupération des déchets et leur revalorisation, et des attentes de l'époque d'une collectivité qui voulait orienter sa politique publique de gestion des déchets vers un service plus étoffé aux usagers, mais aussi un service plus vertueux en termes d'impact environnemental et social de ces activités. La matière, elle nous rapporte 0 centime. C'est 0 centime. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le bas de quai. Ce qu'on appelle bas de quai, c'est la recyclerie, c'est ce qu'on récupère pour faire passer à travers nos ateliers, puis ensuite à la vente. Ce qui permet de faire vivre la communauté, d'accueillir, etc. La seule chose qui nous rapporte de l'argent, que je parle de la déchetterie, c'est le papier que l'on vend à Wateco, qui fait de l'isolant à partir du papier, de la ouate de cellulose. Mais on préfère passer un peu plus de temps sur le papier, même si on n'a pas toujours le temps, mais on préfère travailler avec des entreprises comme ça, familiales, de proximité, et qui font un travail écologique. Emmaüs, c'est la plus grosse entreprise d'économie sociale que l'on ait sur la totalité du Sud-Aquitaine, voire même de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un fusil à deux coups, Emmaüs. C'est une entreprise d'économie sociale, donc les bénéfices qu'ils font sont réinvestis dans l'entreprise, traditionnellement, mais c'est aussi une entreprise qui c'est presque un fusil à trois coups. C'est une entreprise qui travaille avec des gens qui, historiquement, sont très éloignés de l'emploi, très éloignés de la vie sociale. Et troisièmement, c'est une entreprise qui rend un service évident. À l'Escar, nous avons deux déchetteries. Une déchetterie qui est au sud de la commune, gérée par l'agglomération Pau Béarn Pyrénées, qui coûte une fortune. Et on a Emmaüs au nord de la commune, qui ne coûte rien. Donc, pour la commune et pour l'agglomération, Emmaüs, c'est un cadeau. C'est des cadeaux. On a une entreprise qui gère nos déchets gratuitement. On a une entreprise qui recycle gratuitement. On a une association qui accompagne des gens à se réinsérer dans la vie. Et nous, derrière, on accompagne modestement, quoi, hein. Mais c'est une entreprise très autonome, qui s'organise et qui ne demande rien. Mais lorsque la commune a un problème, j'ai un exemple très précis en tête, une famille, leur maison flambe, on ne sait pas où les lever. Germain, il nous faudra un mobil-home, il n'y a pas de problème. Autrement dit, Emmaüs est toujours là lorsqu'il y a un coup de main à donner. L'atelier de tri, il est là, il vient prendre ses bacs, il fait toute la classification là-bas à l'intérieur. Tout ça, c'est classifié, il va après en caisse, il va à la vente.
Alors, messieurs, dames, au niveau des concours, vous en avez au rétro, les articles de sport, soit 1 euro. On voit apparaître partout dans le monde des alternatives qui peuvent dessiner un sens nouveau, qui remettent en cause véritablement les fondements du système dans lequel nous sommes, qui ne visent pas simplement une amélioration de la situation, qui est nécessaire. Et voilà pourquoi beaucoup d'alternatives sont intéressantes, même si elles sont moins radicales, mais donc des alternatives qui tentent de déconstruire, de réfléchir aux bases, aux causes profondes de tous les dysfonctionnements qu'il y a aujourd'hui, des inégalités sociales, du désastre écologique. Voilà, c'est aller, on les appelle des alternatives systémiques, parce qu'elles s'attaquent vraiment aux piliers de ce système. Je pense à ce qui se passe à Emmaüs-l'Escarpeau, où on sait bien qu'il ne s'agit pas simplement là de construire un îlot dans lequel on peut trouver du réconfort, de l'aide, de la solidarité. C'est ça aussi, parce que ça, nous en avons besoin, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est s'attaquer aux racines mêmes qui produisent cette précarité sociale, cette désolation sociale, et qui font que beaucoup d'humains aujourd'hui se retrouvent sur le bord du chemin. Donc, on construit des lieux dans lesquels on pense, on imagine une autre manière d'être entre les humains, d'être avec la Terre. Et c'est d'ailleurs pour moi très significatif que sur le centre de l'Escarpeau, il y a à la fois tout ce qui est autour de la réintégration sociale, réinsertion sociale, autour de la recyclerie, etc. Et en même temps, une ferme qui produit donc les aliments de manière à rendre la communauté qui vit là relativement indépendante sur le plan alimentaire. Ça, ce sont des valeurs qui sont absolument alternatives. Parce que c'est l'idée aussi d'une autonomie collective qui est absolument nécessaire si on veut faire vivre la démocratie, si on veut instaurer de nouveaux rapports. Ce sont toutes ces questions qui animent ces alternatives, qui leur donnent un sens politique. J'ai découvert le village Emmaüs-l'Escarpeau sur Internet. J'étais un petit peu en perte de repère, comme beaucoup de gens. Très mal à l'aise avec le modèle de société qu'on peut nous proposer, et l'ultralibéralisme et la compétition à outrance, etc., que je retrouvais dans mon métier. Le projet de la terre à l'assiette était déjà annoncé, et qu'il y avait une ferme et qu'il y avait visiblement des possibles. Et donc on m'a demandé de faire au mieux, d'arriver à caler ce lien entre la ferme et le réfectoire du village. Melon charentais, on a des courgettes en vert, en jaune, on a de l'aubergine violette, de l'aubergine blanche, du poivron vert, du poivron rouge, du poivron jaune. Je dirais que le maraîchage il prend de plus en plus d'importance. Parce qu'on est de plus en plus autonome au niveau des produits de saison. En plus, on fait des produits bio. Et on ne prend que de la graine certifiée bio. Au niveau des terres, on n'est pas embêté. On a le fumier de tous nos animaux autour, tout ça, donc les engrais naturels. Donc on fait de la grosse quantité. Puis à côté de ça, on fait toujours un peu de recherche à côté, avec des nouvelles graines, des nouvelles variétés, voir s'il n'y a pas un produit qui est encore qui donne mieux que d'autres. Après, il y a quand même aussi un gros challenge humain, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui veulent apprendre, qui veulent connaître le maraîchage. Quand j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui me disent voilà, j'y connais rien, mais je voudrais apprendre. Donc ça, c'est des trucs super intéressants. Il faut mettre plus que ça de la terre, mais plus près. Voilà, pardon. Regarde un peu. Ça, tu vois, tu vas chercher loin. Ah, mais d'accord, ok. Voilà, tu vois. Je pensais qu'il fallait creuser autour, mais... J'avais travaillé la terre la dernière fois pour préparer ça, tu vois. Okay. Parce que là, tu fais un sillon, mais on ne va pas planter. On s'est rendu compte assez vite qu'on aurait des problèmes, par exemple, de conservation, etc., de surproduction, le cas échéant, au réfectoire, ou comment arriver à pouvoir subvenir à nos besoins sur l'année.
Donc maintenant, on a mis en place cet atelier de transformation qui nous permet d'avoir cette jauge sur l'année. On a par exemple une quasi-autonomie au niveau de la viande. Sur le maraîchage, on doit être à peu près de l'ordre de 50%, parce qu'il n'est pas possible non plus de tout faire pousser avec la terre qu'est la nôtre. C'était aussi un désir de maintenir des liens, et de tous ces liens qui étaient aussi déjà existants depuis très longtemps avec la Confédération paysanne par exemple, le réseau des semences paysannes, etc. De ne pas chercher l'autarcie à se fermer, au contraire de s'ouvrir. Voilà. Ensuite, on a ouvert un restaurant pour mettre en avant justement aussi toute cette démarche sur la qualité des produits, sur la traçabilité, l'utilisation de produits ou bio ou locaux, ou les deux si possible. Voilà, ce qui est en même temps une vitrine et un lieu de savoir-faire, où donc les gens qui vont travailler au réfectoire sont amenés à venir ici, à pouvoir se former aussi. Ensuite, on a appliqué la même démarche en fin de compte à la crêperie qui existait aussi. Et donc, on a revu tous nos fournisseurs, on a revu toute la mise en œuvre et toute la qualité des produits. Et ensuite, la boulangerie est venue dans la même logique pour qu'on ait du pain conforme à cette démarche. Il y a plusieurs aspects dans cette démarche. Il y a un aspect qui est lié, bien entendu, à la santé. Enfin, pour moi, ça paraît important. Ensuite, tout l'aspect politique, parce que justement, on va soutenir une autre façon de faire, une autre qualité de produits, des circuits courts, favoriser une économie locale. Enfin, tout cet aspect politique, réellement, là, est important. Ça développe aussi de l'activité au sein du village. C'est évident qu'on n'est pas le même nombre à faire de la cuisine de ce genre plutôt que comparativement à de la cuisine de collectivité où on réchauffe des plats, où on ouvre des boîtes. J'ai pu développer cette activité à peu près de la façon dont je l'aurais développé si je l'avais fait tout seul à un autre endroit. Là tu as tous les restes du restaurant. Oui. Ouais, okay. Il n'y a rien qui va être en opposition avec mon ressenti, avec ce que j'aurais envie de faire. Et donc on essaye simplement de faire en sorte que ce que j'ai envie de faire soit aussi ce que tout le monde a envie qu'il soit fait. Voilà. Par contre, l'autre impondérable, c'est en fonction de ce qui va nous rester quand même. On a 10, 20, on a 50 kilos de barbac pour demain soir. Quoi. Donc, si on a à la fois ce désir de vie collective et en même temps la possibilité d'avoir non seulement une vie privée, mais enfin et un épanouissement personnel à côté, et une qualité de vie qui, il ne faut pas le cacher, est là et qui fait qu'on a tout pour être bien. Une personne qui vient à Emmaüs, soit avec le statut compagnon, soit avec le statut salarié, soit le statut même bénévole, à partir du moment qu'elle s'approprie l'idéologie du village, elle peut créer sa propre entreprise à l'intérieur du village. De quelle manière ? À partir de ce moment-là, je vais citer le cas de Félicien. Le cas de Félicien, comme ça a été le cas de Thierry par rapport au cuir, ça veut dire que Félicien est arrivé, il s'est approprié le village, et en même temps, il nous a proposé de développer une alimentation saine, un bien manger, le plaisir du goût. Et à partir de là, on a arrêté de cette cuisine de collectivité, on est passé à la cuisine, je vais dire, de grand-mère,
que Félicien maîtrisait, que Félicien nous a proposé. À partir de là, il nous a demandé d'avoir des produits provenant de notre propre ferme. Donc on a développé la ferme. Il nous a proposé de développer un restaurant. Il nous a proposé de développer une boulangerie. Il nous a proposé de développer un atelier transformation, une crêperie, avec ces objectifs du bien manger, du respect de la Pachamama. Et ce qui est intéressant, nous, le village, nous avons investi dans l'outillage nécessaire. Ce qui veut dire que Félicien n'a pas toute la préoccupation de dire tout l'investissement qu'il doit faire, les prêts, tout ce qui s'ensuit, et elle a même la finalité d'une rentabilité, ce qui est le système capitaliste. Mais Félicien, il a un objectif important qui est de valoriser cet outil au profit du collectif, et donc cet outil est propriété du collectif. Là, je suis en train de recoudre là, le coin, là, grossièrement, pour faire un jonc, pour remettre, essayer de refaire à l'identique, à peu près à l'identique, pour remettre l'âme qui manque là, ici. Voilà. À l'atelier, ça fait à peu près, oui, ça fait 1 an et demi que j'ai créé cet atelier. Avant, j'étais à l'atelier vêtements. J'ai dû travailler l'atelier vêtements 7 mois, je crois, chose comme ça. Puis il m'a pris un jour, il y avait des ceintures qui arrivaient, beaucoup de ceintures. Des ceintures qui étaient jetées, quoi, avec leur bouclerie, surtout la bouclerie. Donc j'ai commencé à démonter les boucles et les mettre de côté, les trier. Puis Germain me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, voilà, je récupère les boucles parce qu'on pourrait les mettre en vente. Puis il m'a demandé ce qui était mon métier initial. Je dis, j'étais sellier harnacheur. Et c'est là qu'il m'a dit, mais alors tu travailles le cuir? Je dis oui. Il me dit, oh là là, tu pourrais pas monter dans l'atelier cuir et c'est mieux comme ça. Pour la vente, c'est intéressant puisque bon, je restaure les sacs, je fais de la fabrication. En plus, je retrouve mon métier initial, donc pour moi, c'est formidable, quoi. Au départ, je pensais jamais venir aux Emmaüs, c'était pas forcément un choix au départ. C'est que j'ai eu une vie un peu tourmentée. J'ai suivi un divorce, séparation de mes enfants, etc. Et pour moi, ça a été très dur. Ce qui fait que je suis tombé après un peu dans la galère. Alors, je suis arrivé ici et puis je me suis senti bien. Donc, puis avec l'activité, tout ça, je me suis remis bien, quoi. Et puis je m'y suis plus, voilà. Mais maintenant, c'est un choix, oui. C'est le choix de rester ici et vivre ici le plus longtemps possible, quoi. Notre bonheur au travail, c'est pas simplement qu'on fait quelque chose d'utile. Ça, c'est quand même une source de bonheur, bien sûr. Mais notre bonheur au travail vient aussi de ce qu'on fait quelque chose que nous avons choisi de faire, dont on sait qu'il a du sens, dont nous organisons concrètement la production. La décision change tout et la responsabilité change tout. Et donc, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est que nous emparions des outils de travail. C'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons. C'est donc nous qui sommes propriétaires. Vous avez la boutique juste à côté de la librairie et dans le bâtiment en face. On va le dire à tout à l'heure, mais non. Il y a des erreurs qui sont rigolotes. Après un retour du Sénégal, d'Afrique, je n'avais pas de pied à terre. Donc je me suis souvenu de ce village ici et j'ai atterri là. C'est moi qui en ai eu marre il y a une dizaine d'années déjà, de la société, du fonctionnement en général. Et ça fait 10 ans que je connais Emmaüs et je m'y retrouve complètement. C'est un choix de vie maintenant. Au départ, j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas, je dis tiens, allons voir. Et puis en découvrant au fur et à mesure, petit à petit, j'ai trouvé complètement mon compte. Sur tous les plans, aussi bien financier, logement, activité, c'est une alternative à la société en général. Donc ça, c'est pour régler en caisse. Oui, oui. Et avec le ticket, vous viendrez retirer la tondeuse. C'est le global ici qui m'intéresse, le général, le global. On ne se repose pas sur nos lauriers, on est toujours en mouvement.
toujours sur la réflexion, toujours à essayer d'avoir une vie meilleure, aussi bien ici que pour le monde à l'extérieur en général. C'est un combat. À partir du moment qu'on fait de l'accueil, qu'on fait de l'économique, on fait de la politique. Et moi, je vais dans le schéma et dans le combat de l'abbé Pierre, nous ici, c'est de lutter contre les causes de toute forme d'injustice. Quand, par exemple, on s'engage par rapport à la Palestine, c'est un enjeu fondamental par rapport au respect de la personne, par rapport à ce que subissent les Palestiniens, l'apartheid que subissent les Palestiniens. L'abbé Pierre le Premier recevait Arafat chez lui. Ils avaient des liens très proches, Arafat et l'abbé Pierre. Donc ce combat par rapport à la Palestine est un combat qui correspond tout à fait aux objectifs du mouvement d'Emmaüs. Donc nous, Emmanuel Escarpot, on est engagés là-dedans pour dénoncer l'apartheid que subissent les Palestiniens. C'est courageux. C'est courageux et juste. Et ce lien entre Emmaüs, le combat des Palestiniens, le combat pour la démocratie, le combat pour la terre, bon, c'est un condensé de politique. Et il n'y a que la communauté d'Emmaüs pour l'Escar qui peut porter ça. Et d'ailleurs, plusieurs maires, Christian Laine, moi-même et la FPS, ont pu y aller parce que Germain et Emmaüs a créé cette dynamique. C'est encore un des succès d'Emmaüs, d'être présent à l'extérieur du village. C'est pas du repli sur soi. Au contraire, c'est un lieu créatif de dynamique politique à l'intérieur du village et aussi à l'extérieur. Le premier Alternativa, quand on l'a créé, c'était après l'échec, entre guillemets, du sommet de Copenhague, qui faisait qu'il y avait une démobilisation sur la question du climat, à un moment où, pourtant, la question de la déstabilisation du climat devenait de plus en plus préoccupante, s'accélérait, s'aggravait. Et nous, on s'était dit, mais comment on relance la machine de la mobilisation, etc. Nous, petit groupe local. Et on s'était un peu lancé dans un pari fou qui était de créer un nouveau concept, Alternativa, qui en basque veut dire alternative, et qui serait un village des alternatives au changement climatique et à la crise sociale et écologique, c'est-à-dire montrant aux gens tout ce qu'ils pouvaient faire concrètement au quotidien pour lutter contre ce problème tellement vaste et abstrait qu'ils se sentaient impuissants devant lui. Là, on s'est dit, il faut qu'on trouve des alliés, et le premier auquel on a pensé, c'est Emmaüs, Emmaüs Escar. Et là, on a été en parler à Germain et aux autres. Et donc, j'ai été, on a bouffé ensemble, tu vois, dans le réfectoire. Et là, au milieu du truc, il a dit, il y a un copain du Pays Basque qui a un truc à expliquer. Et il m'a dit, allez, t'as 5 minutes. Je suis monté sur une chaise, et en 5 minutes, j'ai dû expliquer l'enjeu climatique, le pari qu'on faisait avec Alternativa, ce que ça allait être, pourquoi on avait besoin des compagnons d'Emmaüs Escar, etc. En fait, ils ont décidé de s'impliquer à fond, donc en aide logistique, mais aussi en mobilisation de compagnons, etc. Je crois que 60 compagnons étaient venus bosser à Alternativa. Ça montrait que parmi les plus exclus de la société, il y avait justement, ils se souciaient de l'écologie, du climat, etc. Contrairement aux clichés qu'on veut essayer de vendre, tiens, ces histoires d'écologie, de climat, c'est des histoires de bobos, de riches, etc. Non, justement, c'est les paysans du tiers-monde, c'est les compagnons d'Emmaüs Escar, etc., qui sont au premier rang des gens qui disent « Attention, là, on nous envoie dans le gouffre. Évidemment, si demain il y a déstabilisation du climat, il y a crise écologique terrible, les plus riches, ils auront de quoi se protéger, de quoi continuer à vivre ou en parer au moins les effets les plus durs, mais les plus pauvres, eux, ils vont morfler. » Emmaüs, ils ont une expérience, ils ont une logistique que même des organisations, politiques ou syndicales, n'ont même pas. Et à la dernière manifestation, la marée populaire, on a appelé Emmaüs pour la sono, pour la batucada, et rien que ça donne du peps. Si
si nous ne faisons pas de politique, si nous disons ne pas faire de politique, c'est que nous cautionnons la politique actuelle. Et on voit aujourd'hui la politique actuelle qui développe de plus en plus de précarité, de plus en plus d'exclusion, de plus en plus de discrimination sociale, de plus en plus de pauvres, de pauvreté. Et si on ne réagit pas, on cautionne. Il va prendre ça au grappin avec le Manitou et il va y mettre sur le temps en face là-bas. Que serait le monde aujourd'hui? Que serait la France s'il n'y avait pas eu toutes ces résistances auxquelles Emmaüs Pau a participé concernant les OGM? La France serait recouverte, comme l'Europe d'ailleurs, serait recouverte de culture OGM. Ces résistances et ces alternatives qui les accompagnent, elles sont aussi une manière de se protéger et de faire face à des situations qui peuvent advenir, des situations de désastre social, politique, écologique, des effondrements. Et donc on dit ces alternatives, elles sont aussi résilientes. Mais ça veut dire quoi? C'est la capacité d'un système ou d'une communauté à faire face à des coups durs. Quand dans une communauté comme celle d'Emmaüs, on met en place une ferme avec l'idée d'autosuffisance alimentaire, de souveraineté alimentaire, on se prépare aussi à faire face à des coups durs. À des coups durs qui peuvent arriver, je pense aux effets du réchauffement climatique, je pense à la perte de la biodiversité, à ces problèmes d'autosuffisance alimentaire, d'autosuffisance énergétique, etc. Donc voilà, elles servent aussi à ça. Ça veut dire qu'elles font preuve d'une lucidité par rapport au monde dans lequel nous sommes, que bien souvent, qu'on n'entend pas chez nos gouvernants. Nous avons privilégié ce rucher parce que tout le village a été favorisé par l'implantation de plantes mellifères. Et nous sommes vraiment dans une zone protégée. Et également, traitement zéro. Le rôle essentiel de la baie, c'est la pollinisation. Les fruits, tout ce qui concerne l'équilibre de la nature grâce à l'abeille. Et il ne faut pas se leurrer non plus. Nous avons fait une très bonne récolte de miel et cette récolte elle est vendue à l'épicerie. C'est dans les gènes. Mon grand-père, il était apiculteur. Et toute ma jeunesse, je détestais ça et à 40 ans, j'ai découvert que j'aimais ça. Ce sont les insectes les plus intelligents du monde. Et une fois qu'on n'a pas peur, elles ne piquent pas. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Même s'il faut se lever tôt le matin, la nuit, dimanche, lundi, c'est pas un travail. Il faut pas avoir peur du travail physique. Et après, il y a beaucoup de... Ça nous oblige à réfléchir comment on peut résoudre différents problèmes. Donc en fait, c'est un travail à la fois intellectuel et physique. Commande pour épicerie, virement bancaire, traitement de mails, fax, facturation, tout ce qui est gestion des déchets, déclaration à l'URSSAF des compagnons, voilà, plein de choses. Je n'ai pas à faire de l'après-midi parce que la bonne va être remplie. C'est pas répétitif, il n'y a pas de procédure figée où tu as une réponse à une question. Ici, chaque cas est différent et chaque problématique est différente. Et après, la plupart du temps, c'est auto-formation, comme les filières de recyclage qui se sont montées petit à petit. On te dit, tu t'occupes de ça, on te fait confiance, et à toi de te débrouiller. Et au début, tu ne connais rien parce que c'est nouveau et tu dois t'adapter. Il faut que tu apprennes tout le temps. Je fais un peu de vente quand les collègues sont en vacances. Mais autrement, je suis plus souvent à l'atelier à réparer les machines. Mais j'y connaissais rien avant. Non, je suis boucher de métier. Je suis boucher de métier et bon, j'ai appris ici, à travailler, à faire les machines. Et puis j'y suis toujours resté. Parce que j'avais des tiges à faire, voilà. Et puis ben, j'ai fait mes heures de tige et je suis resté ici. Voilà. Comme plaît, je suis resté ici. Je ne vais pas me plaindre de toute façon. Si je vais me plaindre, je serais parti. Je n'aurais pas resté ici. Alors, non, dans l'ambiance, ça va. Non. Et puis on a un petit village là, qui est tranquille et tout, là, donc il n'y a pas de souci. Là.
Tout le monde s'entend bien, voilà, j'ai pas de soucis. Là, à droite et à gauche, c'est appuyer, faire comme ça. Par rapport à la situation actuelle, qui s'est créée autour des communs, est en train de changer complètement la donne. On est au début d'un nouveau cycle. Les communs, c'est quoi? Historiquement, les communs, dans le cas de l'Angleterre par exemple, du XIIe au XIXe siècle, c'est un tiers des terres. Un tiers des terres, c'est pas des trucs marginaux, qui sont libres d'accès. Et sur lesquels les communautés villageoises, les paysans, etc., peuvent prélever toutes sortes de biens pour leur propre reproduction. Cette situation était inacceptable, intolérable pour les possédants, pour les ayants droit, et l'Église, l'État, les manufactures, etc., les grands propriétaires fonciers ont créé une situation dans laquelle on a détruit cette situation. Mais le ferment est resté. Et en fait, d'une part, il subsiste des tas de lieux dans lesquels les communs continuent d'exister, dans des forêts, des champs, des nappes phréatiques, etc. Et devant la violence, si on peut dire, du néolibéralisme, etc., les communautés qui bénéficiaient de ces ressources, etc., se sont mises à les faire revivre, se sont mises à les redévelopper. Autour de la notion de commun, on a une très grande multiplicité de pratiques, d'expériences, de communautés, etc., qui sont en train d'inventer une autre manière de faire l'économie et une autre manière de préserver les ressources. La réalité, c'est qu'on a une économie d'ensemble, une économie collective qui permet justement à ce qu'une activité qui est beaucoup plus rentable permet justement qu'une autre activité moins rentable ou même pas du tout rentable a tout son sens et s'inscrit dans toute l'économie du village. Et c'est ça qui est intéressant. On peut prendre le cas de la ferme. On sait pertinemment que la ferme, en tant que ferme, elle ne s'autogère pas. Mais l'économie du village permet justement à ce que la ferme s'inscrive dans l'économie du village et elle a tout son sens. Son sens au niveau de l'alimentation, son sens au niveau de la relation avec l'animal, avec la nature. Tout ça, c'est important. Et c'est là où le mot village prend tout son sens au lieu de communauté. Je suis à l'atelier vélo depuis mars, donc ça va faire 3 mois. Ça fait 3 mois. Donc voilà, c'est mon poste qui m'a été attribué, et puis je l'ai depuis cette époque-là. Et je m'y sens bien parce que c'est là où je pense que je réalise ce que je voulais vraiment faire, quoi. Ça permet d'apporter de l'argent à tout le monde, au collectif, quoi, voilà. Tous les ateliers, ils apportent de l'argent en mettant la rénovation des meubles, ça apporte de l'argent pour tout. C'est pas que pour l'atelier même, quoi. C'est pour tout le monde. Après, il y a aussi toute la vie de la communauté. Bon, je suis en mobil-home depuis 1 mois et demi. Donc en fait, on retrouve un peu son indépendance comme dans la vie de tous les jours. Il y en a certains qui ont des esprits mal tournés, qui pensent qu'on est exploité, choses comme ça. Moi, je dis fermement que non, quoi. On a plein d'avantages à être ici, quoi. Voilà. Ceux qui arrivent, les compagnons qui arrivent, voilà, ils sont logés dans un bâtiment collectif, ils ont une chambre individuelle, ils ont leur linge qui est lavé gratuitement, ils n'ont rien à payer pour se nourrir, voilà. Donc après, on a un pécule chaque semaine, voilà, c'est de l'argent de poche, quoi. Il y a presque pas de dépenses à avoir. Quand on par la suite, on est en mobil-home, on a un compte épicerie aussi qui nous permet d'acheter, voilà, le nécessaire à l'épicerie du village, donc voilà aussi. Pourquoi dans ce contexte le personnage du Tché résiste-t-il autant? Donc ici, ce qui me plaît aussi, voilà, c'est qu'il y a aussi les à-côtés culturels parfois, avec des rencontres sur l'environnement, sur plein d'autres sujets, sur des sujets plus politiques aussi. Voilà. On essaie de faire participer les compagnons, quoi, voilà. Et on a l'impression que la politique fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle de société qui est mort. Maintenant, c'est devenu un choix de vie, voilà. Ce qui m'a fait rester à la communauté, c'est l'engagement politique de la communauté.
Oui, on peut avoir des discours politiques, le point levé, etc. Ce qui est important, c'est le concret, c'est ce qu'on vit tous les jours. Que nos gestes soient en accord avec nos idées. Parce qu'autrement, bon, bah, c'est pipeau, quoi. On peut rentrer avec toi, en fait, parce que j'ai une bouteille d'eau. Par rapport à la musique qu'on fait, par rapport à ce qu'on raconte, on est toujours heureux d'être dans des lieux comme celui-là, d'être comme quand on se retrouve entre gens qui avons un peu cette communauté de valeurs, où on défend un peu les mêmes choses, où les gens qui sont en face de toi dans le public, qui ne sont pas venus là juste pour venir assister à un concert. Pour nous, c'est important la musique. Moi, je suis mélomane, j'aime ça, c'est ma vie, c'est ma passion. Mais voilà, c'est bien plus qu'une plus-value. Il y a cette connexion. On sait pourquoi on est ici ensemble, on sait pourquoi on parle le même langage, quoi, on se comprend. C'est vrai que ça donne du sens à la musique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'art en général et la musique plus particulièrement, elle est souvent, on lui enlève sa sève, son sens. Et donc là, on le retrouve ici aujourd'hui. Je pense ce qui a été fondamental ici, c'est le fait que chacun a son lieu identifié, personnalisé. Voilà, donc la chambre, le bungalow, la maison, alors après c'est pas pyramidal, mais il y a quand même la notion d'engagement qui fait que tu as un bien-être peut-être qui est un peu plus important. Voilà, mais dès que tu arrives, tu as un lieu à toi. Le fait d'être au réfectoire aussi, tu vois ce qui arrive, du coup tu as l'occasion de discuter et tu vois en 15 jours, les gens ont changé de visage. C'est à nous qui se donnons mission de ça, c'est qu'est-ce qu'on peut créer comme étincelle chez les gens pour qu'ils réalisent que oui, eux aussi, ils peuvent poser leur pierre. Ou une maison, construire une maison. Mais voilà, c'est donner l'étincelle pour dire « Ah ouais, moi aussi je peux faire ça ». Notre village, il est beau. Il est beau, c'est la culture de l'art. Et c'est vrai que c'est pas naturel de se dire que des pauvres ont droit à la beauté. Il y a des endroits où on nous a dit « c'est trop beau chez vous pour des pauvres ». Et là, je suis face à une fresque, le chemin de l'utopie. Ça a un sens pour nous. Et ça ouvre les yeux et c'est une reconnaissance. Le beau, ici, a de l'importance. Le beau ou l'original. On a le droit à l'originalité ici. Autant dans la construction que dans la parole, que dans la réalisation de projets. Ça fait partie aussi de la culture, ce droit à l'originalité, à l'imagination. Ce qu'on a tout de suite aimé à l'Emmaüs de Pau, c'est l'architecture. Ces petites maisons disparates de plein de couleurs vives, différentes, pas une qui ressemble à l'autre. Ça, c'est l'inverse d'une prison, quoi. Et ça nous a beaucoup plu, parce qu'on se dit, tiens, ils ont réussi à faire une forme de communauté. Alors bien sûr, tout n'est pas rose, etc., c'est sûr. Mais en tout cas, il y a une forme d'originalité, il y a une forme de joie là-dedans. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'on y est allé avec Gustave, à chaque fois qu'on a fait la préparation en amont du film, et pendant le tournage, et même après, etc., on n'a pas ressenti de quelque chose de pesant, quoi. On sentait que les gens étaient bien, ils étaient indépendants, à la fois ils ont une vie en communauté, mais à la fois ils ont une vie solitaire, parce que c'est ça aussi, l'être humain, on est un peu les deux, quoi. On aime bien être en communauté, mais on aime bien aussi se reposer, être tout seul, être peinard, quoi. Ce mix-là, il a l'air d'être réussi là-bas, et c'est pour ça qu'on a eu envie de tourner le film là-bas, en fait. Puis Emmaüs, c'était dans notre inconscient quand même aussi. Ça fait partie des choses, je dirais pas utopiques, ou en tout cas de solidarité qui sont chères à notre philosophie, à nos films en général, à nos thèmes. Parce qu'on essaye de mettre du fond quand même dans chacun des films qu'on fait. Donc ça représentait un peu tout ce qu'on a voulu dire en 8 films. Donc c'est un concentré de tout ça, de notre philosophie. Donc, mais en tout cas, on s'est dit c'est ici, et du coup, on a écrit le scénario à partir de là.
On va faire l'inauguration de la place. On avait une vraie envie de faire un film politique, mais à l'italienne dans les années 70, c'est-à-dire de montrer vraiment ce qui se passe, comment les petits, entre guillemets, se font bouffer par le mental, par des philosophies absurdes venues d'en haut, mais traiter ça par le rire, en allant au bout de ce chemin-là, et puis en montrant ce que ça peut donner quand un esprit un peu faible comme notre héros se fait complètement happer par la philosophie matérialiste, capitaliste, consumériste, et puis comment il se fait complètement bouffer par ça, parce que c'est le modèle qu'on offre aux jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire que et c'est même un modèle beaucoup plus dangereux qu'à l'époque, puisque à l'époque, les gens avaient envie de devenir des grands patrons, d'avoir des grandes usines, des millions d'ouvriers, etc. Mais là, non, maintenant, on a envie d'être tout seul, d'être le roi du monde et de gagner énormément d'argent en écrasant le monde entier. Paquito. Paquito, oui, comme tu dis, c'est Paquito, c'est une chanson. Donc là, ils m'ont offert le clap du film. Ça, c'est la scène que j'ai tournée. Derrière, avec les dédicaces de Yolande Moreau, Jean Dujardin et Gustave. Et puis Germain, il avait dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est Gérard. Donc, c'était moi. Et j'ai passé le mois complet avec eux. Mais c'est une expérience que je vais peut-être vivre qu'une fois dans ma vie. Mais c'est une très belle expérience. En plus, figurant dans le film, c'est un plus. J'ai adoré. S'il y a le 2, je serai toujours là. Alors moi je suis arrivé ici en août 2012, par rapport à un divorce qui s'est très mal passé quoi. Ouais, ça va faire 3 ans que je suis responsable d'atelier. Mais je fais pas que ça. Je gère la ferraille, mais après s'il faut aller à la ferme, je vais à la ferme. S'il faut faire du carrelage, je fais du carrelage. Il faut faire du placo, je fais du placo. Je suis un peu polyvalent quoi. Je me sens bien ici, pourquoi aller voir ailleurs? J'ai mon chez moi, je suis libre. Et après mes journées, je ne suis pas enfermé chez moi. J'ai des amis extérieurs et tout, je suis invité chez eux, et comme partout, quoi. Nous sommes des gens normaux. Nous avons droit au confort, à notre autonomie, parce que nous sommes capables d'être autonomes. Et le confort, parce que oui, on le gagne. Et je ne vois pas pourquoi, en tant que compagnon d'Emmaüs, on n'aurait pas droit au confort. Et depuis qu'on a créé ce village, avec ces maisons, il y a encore des moulots, mais petit à petit, on va les remplacer, un par un, pour construire en dur. On a pu accueillir plus de familles, plus de couples, et qui se sont stabilisés, que les enfants, ils vont à l'école, ils vont au centre de loisirs, ils ont une vie, que je répète, normale. Et ce qui est normal. Je suis arrivée en juillet 2005, alors, déjà par nécessité. Puis maintenant, je suis restée parce que bon, je me suis mariée ici. J'ai adhéré à la politique et à la philosophie de vie qu'on a. Donc maintenant, j'en fais un peu un idéal de vie, quoi. Puis je ne me vois pas du tout vivre à l'extérieur maintenant. Je travaille au bureau le matin. D'ailleurs, je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je m'occupe de l'accueil des compagnons. Et l'après-midi, je suis en caisse. Et on voit énormément de monde. On a eu entre 1500 personnes, quand même, entre 1000 et 1500 personnes qui sont venues hier après-midi. Ils sont sympas. On a instauré, mais ça fait des années, un conseil municipal au sein du village. Alors, on va commencer par les chantiers collectifs. Vu que ça tourne bien, qu'on commence à avoir un village quand même bien propre, donc il y aura 4 chantiers ce mois-ci. Les personnes votent pour 7 personnes. Et après dépouillement, donc ces 7 personnes sont élues. Donc, et après, au sein du conseil municipal, on se réunit
et on élit le maire. Donc ça se fait pour 1 an. J'ai fait un mandat en tant que conseil municipal et j'en suis à mon 2e mandat en tant que maire. J'avais envie de m'investir un peu plus dans la vie du village, quoique je suis quand même pas mal investie au niveau des réunions, au niveau du festival et tout ça. Mais j'avais envie de m'investir un petit peu là-dedans. Ça consiste au niveau du bâtiment, passer les personnes, les compagnes ou les compagnons en mobil-homme. Merci compagnons. De régler un petit peu les petits conflits de voisinage, de musique, de la propreté sur soi, la propreté du logement, la propreté extérieure. Voilà, on essaye de régler les petits problèmes, les petits conflits comme ça. Les plus gros, je veux dire, en début de soirée, vers 20h30 sur la région parisienne. Ça fait 10 ans que je suis mariée, je me suis mariée ici à l'époque. Et puis je suis très heureuse. En tant que mère aussi, parce que je pense que quand même, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent m'apprécier quand même suffisamment déjà pour m'élire et puis pour m'élire en tant que mère. Puis en tant que compagne, c'est vrai que si Germain ne m'avait pas dit oui il y a 13 ans de ça, je pense que je serais peut-être plus là. Ah non, mais ça je le reconnais, putain. Ça fait 10 ans qu'ils se supportent. Voilà, bon anniversaire. Je n'ai pas d'expérience directe de la manière dont vit, travaille cette communauté. Mais de ce que j'en connais et de ce que j'en comprends, on est tout à fait proche de l'esprit des communs. Parce que, si vous voulez, on a les 3 ingrédients constitutifs des communs. Hein. Ces 3 ingrédients, c'est quoi? C'est que, 1, on a des ressources qui sont mises en commun et qui sont partagées. Comme dans une pêcherie ou comme dans un marais salant. Hein. Bon, voilà. Donc là, les ressources qui sont partagées, c'est les compétences des gens, c'est la terre, c'est certains actifs tangibles, hein, comme la déchetterie, etc. Bien. Donc, ces ressources sont partagées. Elles sont exploitées en commun. Hein, et donc ça veut dire que voilà, il y a un principe d'organisation qui fait que les uns font de l'agriculture, les autres font autre chose, peut-être que ça tourne, on transmet le savoir, on forme, bon, etc. Bien, donc c'est exploité en commun. Le bénéfice, il est partagé. Puisque, je veux dire, que l'on soit affecté à la déchetterie, à la vaisselle ou à la culture des patates ou des carottes, on va tous bénéficier de la ressource, des ressources. Là aussi, il y a certainement, sinon ça ne peut pas marcher, un principe d'auto-organisation et de délibération, hein, pour décider qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait des ressources, dans quelle direction se développe. Donc, on est en plein dans la logique du commun. Comment économiquement et financièrement je peux avoir des moyens financiers? Dans un projet utopique, les décisions sont partagées et elles se font par cercles progressifs et concentriques de niveau de décision. En termes juridiques ou sociologiques, on appelle ça un fonctionnement sociocratique. Et donc, un fonctionnement sociocratique, c'est pas facile à mettre en œuvre. Et la difficulté devant laquelle on bute, c'est comment habiller, sous la forme d'un statut associatif, un fonctionnement sociocratique. Ça pose des tas de questions organisationnelles, juridiques, de fonctionnement, de mise en œuvre, et aussi de compréhension et de communication, hein, parce que tout le monde n'est pas habitué à ça. Et les principales critiques que l'on fait au projet utopique, c'est justement de ne pas fonctionner avec les règles classiques de démocratie associative, mais sans se rendre compte que la critique est infondée parce qu'un projet utopique ou alternatif nécessite d'autres mécanismes de fonctionnement et de prise de décision. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on change. On a une grande culture de l'oral ici, et de discussion, d'échange, de réunion. Et
Chacun profite dans sa construction, dans cette démarche-là. C'est un peu surprenant ça aussi, parce qu'on n'est pas des intellos à la base. Mais on est quand même capable de beaucoup de choses. C'est toujours l'idée de tirer les gens vers le haut, parce qu'au départ, il y a la croyance que tout le monde a des capacités, tout le monde a droit au respect. Bon, il y a des gens qui ont eu l'opportunité de pouvoir bien s'en servir, d'autres qui ne l'ont pas eu, mais qui ont encore ces capacités en eux et ici peuvent les développer. Je fais de la comptabilité et puis du tri de livres essentiellement. Voilà. Mais ce qui est bien ici, c'est que tu peux apprendre plein de métiers parce qu'on ne te demande pas de savoir-faire pour participer à un atelier. Si tu as envie d'aller dans cet atelier, eh ben, on t'explique et tu acquiers le savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, bienvenue. Donc un an, ça se fête. Hein. T'as fait un gâteau? Non, mais des brioches. Ça peut compenser. C'est toi qui fais les brioches de l'épicerie? Moi, je fais les pains moulés, les brioches et les pizzas. Ah, d'accord. Tu t'es mis à la boulangerie alors? Ouais, et puis j'aime ça en plus. Ça te plaît? Ah oui, j'aime bien. Tu le connaissais avant ou t'as découvert? Du tout. T'as découvert et t'arrives à nous faire des brioches comme ça? Oui. Ah bah c'est super. Mais là, aujourd'hui, elles sont encore plus belles. Ah ouais? Oui, parce que plus ça passe, plus je m'améliore. Oh, alors je vais aller voir. Bah allez, bonne journée. Allez, bonne journée à toi. Ça a évolué au niveau de l'activité qui s'est diversifiée et étendue puisqu'il n'y a plus que le recyclage. Avant c'était surtout la réparation, le tri, le recyclage. Maintenant il y a toute l'activité à côté. Les membres du village sont beaucoup plus variés, beaucoup plus différents qu'avant. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des plus vieux, il y a des étrangers, c'est très varié. Des gens qui sont là par conviction, des gens qui sont là par besoin. Les gens sont nature, on n'a pas à jouer des personnages comme dans la société extérieure, à faire semblant d'aimer ceci, faire semblant d'être content, faire semblant de... Ici, tu peux être toi-même. Et tu sais qu'en face, les personnes que tu as en face, elles sont elles-mêmes aussi. Et ça, moi je trouve que c'est un très grand repos que de ne pas avoir à jouer la comédie. Moi j'ai adoré au premier instant où j'ai mis les pieds ici, c'est pour ça que je suis revenue faire un deuxième stage dans le cadre de ma formation, puis que je suis revenue comme bénévole. J'ai vraiment aimé, puis le fait de travailler sur place, de travailler aussi avec ses amis, et puis que ça soit vraiment un cercle vertueux, qu'on parte de zéro et qu'on revienne à zéro, qu'on arrive à revaloriser les déchets derrière. Voilà, vraiment partir de zéro des produits bruts et arriver à les transformer et à ne rien gaspiller, rien perdre, à tout réutiliser. Si on veut vivre autrement, il y a très peu de possibilités en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a très peu de structures qui vont te permettre de voir une autre manière de penser le monde, de penser l'économie, de penser la vie en société. Et c'est pour ça qu'en fait, comme il y en a très peu, forcément les gens sont très attirés par Emmaüs. Nous les jeunes, quand on voit ça et qu'on n'a pas envie de vivre dans ce monde de surconsommation, de tout ça, quand on voit ce modèle-là, on a envie de venir travailler ici, oui. L'énorme intérêt de ce village, c'est qu'il fait la démonstration que quand des travailleurs sont responsables, ça marche. Et ça marche dans une logique de production marchande, c'est-à-dire dans une logique avec des marchandises qui ont un prix et avec un chiffre d'affaires, mais en produisant autrement que dans la logique d'élimination du travail vivant, de mise en valeur de capitaux, de marchandises qui n'existent que pour mettre en valeur du capital et non pas pour satisfaire des besoins. Les expériences locales, micro, sont absolument nécessaires, mais elles doivent aussi être accompagnées par la création d'institutions macro. Ce que la classe ouvrière a su faire, quand elle crée le régime général, quand elle crée la fonction publique, elle crée des institutions macro alternatives aux institutions capitalistes, ça c'est clair. On peut penser que la grosse structure qui est devenue Emmaüs fait qu'ils auraient pu oublier leurs fondamentaux. Ils n'ont pas oublié leurs fondamentaux. Voilà. Et le jour où ils seront passés qu'à l'activité d'Emmaüs et qu'il n'y aura plus les fondamentaux, ils seront morts. Aujourd'hui, les fondamentaux sont toujours là. Et c'est ce qui fait la force de cette baraque, quoi. C'est vraiment exceptionnel pour ça. Vraiment. Ce village est
plus abbé-pierriste qu'emmaüsien. Hein. C'est lié à la personnalité de Germain, à la personnalité de l'abbé Pierre. Et je pense que c'est une des communautés qui ressemble le plus aux racines d'Emmaüs tel que l'avait pensé l'abbé Pierre au départ. C'est dans ces marges-là, sans doute, que se vit ce que sera le futur de notre monde. La croissance économique, l'accumulation de richesses, la consommation énergétique, le temps qu'on veut, etc., le gaspillage de tous ordres, c'est derrière nous. Le monde dans lequel nous aurons à vivre, nous, les enfants, les petits-enfants, etc., ce n'est pas ce monde-là. Ce monde-là est un monde du passé. Et ceux qui continuent à promouvoir ce monde-là sont des gens du passé, avec un esprit tourné vers le passé. Le village Emmaüs de l'Escarpeau nous montre aussi que pour arriver à vivre bien, il n'y a pas besoin d'être riche. Ou plus exactement, que la planète est déjà assez riche pour permettre à 7, 8, 9, 10 milliards d'humains de vivre bien. Et c'est pas simplement moi qui le dis, c'est l'ONU. L'ONU ne cesse de nous rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait toujours pendant 25 ans 70 milliards de dollars, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous ou inquiétez-vous, mais ces 30 ou ces 70 milliards de dollars, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, 780 milliards de dollars. Le produit international criminel, l'argent sale, 1000 milliards de dollars. Et le gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada, 100 milliards de dollars par an, 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Il y a un pourcentage de gens qui utilisent le RSA dans l'objectif initial, la réinsertion. Une autre partie de gens utilisent le RSA pour créer des alternatives. Et ça, c'est une forme pour moi aujourd'hui de revenu universel. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Malheureusement, il y a toute une population qui se laisse piéger par le RSA. Le problème, ces gens-là ne viennent plus dans des structures comme Emmaüs, où justement ils participaient à toute une dynamique économique, une dynamique sociale, une dynamique culturelle, qui leur permettait justement de se reconstruire individuellement. Soit on s'enferme dans une dynamique d'urgence, et on ne fait que de l'urgence, donc on fait une association gentille, soit on développe l'alternative, mais pour développer l'alternative, oui, il faut qu'il y ait des gens qui viennent nous rejoindre. Oui, il faut qu'on construise cette alternative qui a du sens d'interpellation, du sens politique. Cette pertinence qu'avait l'abbé Pierre d'interpeller, de provoquer. Mais pour que cette pertinence elle soit encore plus forte, il faut qu'il y ait du monde qui vienne. Et que ce monde qui vient, ensemble, on construise cette alternative. Et ne pas se laisser piéger par cette paix sociale à bon marché que veut se payer et que se paye ce système capitaliste.